Donc, mon intervention, à peu près 40 minutes, je crois, c'est à peu près ce que vous m'aviez dit. Tout à fait. D'accord, donc ce sera en trois parties. Une première partie consacrée à présenter les concepts, quelques concepts essentiels de Gottfried Zemper. Ensuite, j'aborderai plus spécifiquement la question du revêtement et du réseau. Et je terminerai une troisième partie que j'ai intitulée Pixel versus écran, où là il sera plus question ça sera une espèce de transition vers le travail de René Sultra et de Maria Bartellini. Donc, je commence par entrer tout de suite dans le vif du sujet sur Gottfried Zemper. Je rappelle, Gottfried Zemper donc, est né en 1803 et mort en 1879. Il est considéré comme le plus grand théoricien d'architecture allemand du 19e siècle. C'est une sorte de Viollet-le-Duc, si vous voulez, allemand. Son ouvrage essentiel s'appelle Le Style, mais il a évidemment publié beaucoup d'autres choses avant cette somme qui s'appelle Der Stil et qui n'est pas encore traduite en français, qui est en cours de traduction intégrale. Donc Gottfried Zemper apparaît comme le premier penseur occidental, disons, qui a essayé de saisir la relation de l'architecture à son extériorité, à son environnement, sous le mode de la clôture, une clôture qui délimite un extérieur et un intérieur, mais plus encore qui délimite un espace intérieur qu'elle crée. Alors, cette thèse qui paraît très simple, et qui l'est d'une certaine manière, doit être mise en relation avec deux éléments fondamentaux chez Semper, qui sont le principe de revêtement. En allemand, ça se dit Bekleidungsprinzip. Et ce Bekleidungsprinzip, ce principe de revêtement, d'habillement, fait de l'espace tressé l'espace architectural premier. Ça, c'est le premier élément. Et le second élément théorique très important, c'est ce que Zemper appelle la théorie des 4 éléments de l'architecture. Et un de ses premiers ouvrages, justement, est consacré à ces 4 éléments. Alors, qu'est-ce que sont ces 4 éléments? Vous avez le premier diagramme qui vous les donne. C'est extrêmement facile à lire. Quand vous allez de la terre vers le ciel, les 4 éléments sont la terrasse, ensuite le foyer, puis vous avez autour du foyer la clôture, et ça se termine par le toit. La particularité, c'est qu'à chacun de ces éléments est associée une technique. Pour la terrasse, c'est la stéréotomie, c'est-à-dire le fait de découper, de débiter du bois ou des pierres qui permettent de faire une terrasse. Ensuite, pour la clôture, c'est le tissage. Pour le foyer associé au feu, c'est la céramique. Et le toit, c'est la tectonique. Alors, ces techniques, il ne faut pas se les figurer comme un espace clos, elles ne sont pas séparées les unes des autres, mais il faut d'abord se les représenter comme un champ de techniques qui enveloppe tout un ensemble de techniques. Et par exemple, la tectonique n'est pas simplement l'art des charpentes, mais comprend aussi la fabrication des meubles. Dans Der Stil, il y a plusieurs chapitres consacrés au caoutchouc, et on trouve ça dans la section des textiles. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Et la colonne, on la trouve dans le champ de la stéréotomie. Le point important, c'est que les frontières de ces techniques ne sont pas clairement définies. Et une technique, et je donnerai un exemple très rapidement, peut soudain envahir tout l'espace théorique. Enfin, selon l'époque et la culture considérée, tel élément prendra une plus grande importance vis-à-vis des 3 autres. Et par exemple, Semper essaie de montrer comment la civilisation assyrienne est une civilisation de la terrasse. Donc la terrasse, en prenant l'espace, repousse les autres éléments, non pas vers la périphérie, mais à occuper une place moins importante. Bien, alors une fois présentés ces 4 éléments, essayons d'examiner
les problèmes que cela pose. La quadrature de la théorie des 4 éléments a un défaut. Elle laisse de côté un matériau qui est un matériau extrêmement important aux yeux de Zemper et qui est le fer. Alors, les ouvrages en fer du temps de Zemper ne sont pas encore extrêmement courants, mais évidemment, c'est un matériau extrêmement ancien dans les cultures occidentales ou même orientales. C'est que le fer, comme le dit Zemper, a la particularité de tout pouvoir faire. Il peut même être tissé. Et donc, on est confronté dans Der Stil à un paradoxe qui est que, à la fin de son livre, c'est un livre monumental, donc, comme je l'ai dit, il écrit ceci, que, ouvrez les guillemets, comme un 5e champ ne peut être ajouté au tissage, à la poterie, à la charpenterie et à la maçonnerie, nous devons abandonner l'ordre jusqu'ici suivi. Et cette phrase, donc, elle est très importante, je la souligne. C'est quelqu'un qui vient d'écrire 1000 pages sur tout ce que je vous ai dit, sur les éléments, etc. Et il dit, à la fin de son livre, il faut abandonner l'ordre suivi jusqu'ici. Alors pourquoi ? Eh bien parce que justement le fer et la métallurgie posent le problème d'une technique qui envahit tout le champ, puisque le fer, en raison de sa flexibilité, comme il le dit, Zemper, comprend toutes les branches des technologies évoquées jusqu'ici. Et il dit ainsi qu'on peut traiter le métal de la même manière qu'on le fait pour le verre, qui appartient à la céramique, ou comme le fil dont on fait les tissus. Le métal est ainsi un matériau auquel correspond une technique, la métallurgie, mais auquel on ne peut faire correspondre aucun élément. Comme on l'a vu, la tectonique, on peut faire correspondre le toit, la céramique, le foyer, le tissage, la clôture. Le fer, on ne peut pas faire correspondre un élément, mais il est capable de s'adapter à tout. Donc il pose un vrai problème. D'une certaine manière, et ça, j'ai essayé de faire un diagramme pour vous expliquer, mais je ne suis pas très très fort en diagramme. C'est le diagramme 1 bis. Donc vous voyez ce champ qui représente toutes les techniques, le tissage, tectonique, céramique, stéréotomie, et vous avez cette flèche qui est la métallurgie et qui le traverse, qui le déchire en fait. La métallurgie, on peut dire, déchire ce tissu de la théorie que Zemper avait construit dans Der Stil. Maintenant, si on s'arrête aussi, donc là j'ai évoqué la question de cette technique excédentaire et qui vient déconstruire en fait l'édifice théorique de Zemper à la fin de son livre. Maintenant, si on revient sur le choix lui-même des 4 éléments, on ne peut être frappé que par une chose qui est l'absence d'un élément fondamental dans la théorie architecturale occidentale et qui est la colonne. Comme vous le savez, la colonne, au moins jusqu'au XVIIIe siècle, a toujours fait office de référence centrale de tous les traités d'architecture. Et dans ce diagramme numéro 1 que vous avez sous les yeux, vous voyez que le toit a l'air de flotter en l'air. Il est bien porté par quelque chose, mais ce quelque chose ne figure pas parmi les éléments fondamentaux. La colonne n'était pas, dans la théorie architecturale classique, un simple élément de soutènement, à la manière d'un poteau qui soutient une poutre horizontale. C'était beaucoup plus que cela, puisque, vous le savez certainement, autour de la colonne s'articulait ce qu'on appelait un ordre architectural, et tous les traités d'architecture vous expliquaient les ordres et les différentes... la manière dont les éléments à l'intérieur d'un ordre architectural s'articulent les uns aux autres avec des dimensions spéciales. Voilà. Donc là, il y a une littérature énorme, je n'insiste pas. Dans le nouvel ordre architectural de Zemper, le foyer, qui est l'essence même... Attendez, j'ai un petit problème de... Ici, on vous entend encore. Hein. On vous entend et on vous voit, donc nous, on n'a pas de souci de réception. Et si vous m'entendez, tout va bien. Ok. Oui, bon. Tout est bon pour nous. D'accord. Dans le nouvel ordre architectural instauré par Zemper, le foyer, qui est l'essence même de ce qu'on appelle en allemand le Heimat, c'est la même racine que le home en anglais,
Ce foyer semble s'être substitué à la colonne comme élément central. La colonne, d'une certaine manière, est aux 4 éléments de l'architecture, ce que la métallurgie est aux techniques que j'ai évoquées précédemment. En retirant la colonne de son nouvel ordre architectural et en la reléguant dans cette technique particulière qu'est la stéréotomie, Zemper rompt radicalement avec le paradigme de l'architecture qui se dresse et qui est incarné par la colonne pour lui substituer le paradigme de la matrice, de l'enveloppe primitive qui, du même coup, rend possible, comme on va essayer de le voir, une pensée de l'architecture en réseau. Or, le point important, c'est que cette matrice a une texture particulière. Et en fait, il va falloir distinguer la texture de telle matrice particulière, faite de tels matériaux travaillés de telle matière, par exemple avec un fil végétal tissé, et ce que j'appellerais l'archimatrice, qui est faite d'une espèce de texture générique, l'élément essentiel étant qu'elle est tissée. Alors je vais vous lire un passage de Zemper qui est extrêmement important, qui est peut-être, je dirais, qui résume toute la pensée de son livre, qui est conséquent pour ceux qui le connaissent. C'est un peu long, enfin ça fait une demi-page, mais vous allez voir, tout est là. Donc voici ce qu'il écrit dans ce passage qui est dans la première partie qui est consacrée au tissage. J'ouvre les guillemets. Nous devons reconnaître dans l'enclos fait à partir de poteaux et de petites branches attachées entre elles et la clôture produite par l'entrelac, dont l'achèvement suppose une technique, que la nature a pour ainsi dire donné à l'homme la plus ancienne cloison produite manuellement, la plus primitive démarcation spatiale verticale inventée par l'homme. Point. Les phrases en allemand sont longues. Je souligne la phrase suivante. Partant de l'entrelacement de rameaux, la transition au tressage de fibres végétales à des fins également liées à l'habitat est facile et naturelle. Point. De là, on en vint à l'invention du tissage, d'abord avec des brins d'herbe ou des fibres végétales, ensuite avec des fils tressés d'origine végétale ou animale. La variété de couleurs naturelles des pousses conduisit bientôt à les utiliser de manière alternée, et c'est ainsi qu'apparut le motif. On dépassa bientôt ces ressources naturelles de l'art avec la confection d'étoffes. La coloration et le tissage de tapis aux couleurs variées afin d'habiller la paroi, couvrir le sol et servir de toit furent inventés. Quel qu'ait été le déroulement progressif de ces inventions, de cette manière ou d'une autre, il reste certain que l'utilisation de tissages grossiers, en commençant par l'enclos, pour séparer le home, la vie intérieure de la vie extérieure, en tant qu'élaboration formelle de la notion d'espace, précéda certainement le mur, encore simplement construit en pierre ou avec un autre matériau. Les structures auxquelles font appel ces clôtures spatiales pour tenir, défendre et porter n'ont rien à voir de prime abord avec l'espace et la division de l'espace. Elles sont étrangères à l'idée architectonique fondamentale et ne constituent en rien des éléments qui déterminent la forme. Il est de la plus haute importance d'observer que partout, même là où ces motifs secondaires n'existent pas, et en premier lieu dans les pays chauds du Sud, le matériau tissé accomplit sa détermination ancienne et fondamentale de séparateur spatial. Même là où les murs solides deviennent indispensables, ils ne constituent pourtant que l'échafaudage interne et invisible des vrais et légitimes représentants de la notion d'espace, à savoir des murs faits de textiles, Textilenwänden en allemand, plus ou moins bien fabriqués et cousus ensemble. Pour ceux que cela intéresse, c'est le paragraphe 60 de l'édition allemande de Der Stil. Donc voilà, c'est un peu long, mais vous avez vu que c'est un texte très très dense, très riche, c'est toute une généalogie en fait de l'espace, et qui débouche sur un espace qui est donc cette archimatrice qui est tissée, mais en fait aucune de ces occurrences à travers le temps historique est susceptible de... Enfin, les différentes occurrences de cette archimatrice à travers l'histoire sont susceptibles de prendre des formes différentes. Ce nouvel ordre architectural de Zemper
est horizontal, mais il est surplombé par cette archimatrice qui est le tissage sans spécification de matériaux. Le principe de revêtement chez Semper ne se confond qu'occasionnellement avec le tissage. Il peut aussi bien prendre des formes comme la mosaïque, le dallage, le lambrissage, etc. Der Stiel est ainsi un immense inventaire mondial des techniques de revêtement à travers les âges. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que la lecture de cet ouvrage est un peu fastidieuse parfois. J'avertis les lecteurs qui voudraient éventuellement s'y plonger. Mais en même temps, cette plasticité formelle, cette grande souplesse fait la force de ce principe de revêtement si vous le comparez à la rigidité des 5 ordres traditionnels de la théorie architecturale classique. Le tissage occupe donc une position ambiguë, et cette ambiguïté ne sera jamais véritablement dissipée par Semper. D'un côté, il y a le tissage comme technique de revêtement, qui se situe au plus près de la source d'où a jailli l'architecture comme matrice spatiale, et de l'autre, il y a une forme d'architissage, on pourrait dire en allemand Urtissage, qui enveloppe toutes les techniques de revêtement possibles et qui tend à être une architecture. Il y a chez Semper une tension permanente entre le tissage au sens littéral, l'entrelacement de fils, et le tissage métaphorique qui comprend l'entrelacement, mais aussi des formes de revêtement non tissées. Voilà la première partie de mon exposé, et on regarde le temps. On a commencé à 6 heures. Oui, tout à fait. Donc il vous reste 30 minutes sans difficulté. D'accord, ok. En fait, non, c'est pas du tout la deuxième partie que j'aborde, c'est la deuxième partie de ma première partie, où on rentre un peu plus dans le détail de la théorie de Semper. Donc le paradoxe auquel cette autre partie, je l'intitule « Le mur et la paroi, tissage et texture ». Le paradoxe auquel nous confronte la théorie des 4 éléments, c'est que la texture, donc textura en latin signifie tissu, dont est faite l'enveloppe a besoin d'être soutenue, ou alors il faudrait considérer qu'elle est autoportée, ce qui est concevable chez Semper. Donc Semper met en situation quelque chose qui a valeur d'archimatrice de l'espace architectural, mais il a besoin d'un soutien. Or, pour cette soutenance, il escamote une deuxième fois la colonne. La première fois, on l'a vu, il ne la comptabilisait pas parmi les éléments d'architecture, mais il l'insérait dans le champ de la stéréométrie. Et la seconde fois, il ne l'invoque pas pour soutenir la texture matricielle. Il en appelle plutôt au mur. Le mur, en allemand, se dit donc die Mauer. Et il distingue, ça c'est une distinction qui est très importante, il distingue d'une part le mur qui soutient, le Mauer, et d'autre part la paroi qui incarne l'archimatrice, car cette paroi est toujours d'une manière ou d'une autre tissée. En allemand, paroi se dit Wand, die Wand. Mais en fonction du contexte, die Wand peut se traduire aussi bien par mur ou par cloison. Ça, c'est la traduction qu'il exige. Il y a des moments où vous êtes obligé de traduire par mur, d'autres fois par cloison. Et ce qui intéresse particulièrement Semper dans le terme Wand, c'est qu'il renvoie à un autre mot qui est das Gewand, qui en allemand désigne vêtement. Il nous montre ce qui relève de la langue, autrement dit l'affinité étymologique entre Wand et Gewand, et ce qui relève de la structure intime, matricielle de l'espace architectural. Il établit une correspondance entre le texte et la texture, et entre la langue et le tissage. Par cette remarque sur l'affinité entre la langue et le tissage, Semper s'inscrit dans une tradition métaphorique que l'on pourrait faire remonter à Platon et sans doute au-delà, et qui compare le fait de parler au fait de tresser des phonèmes, puis des mots. Le concept essentiel chez Platon est le concept de symploke, qui renvoie à l'entrelacement, du tressage, sans lequel il n'y aurait pas de logos. Et il faudrait aller dans le détail de la phrase grecque ou allemande pour montrer comment cet entrelacement est bien plus qu'une métaphore. S'il y a une réticulation primordiale du monde, c'est aussi parce que parler et tisser sont une seule et même chose. Je voudrais vous citer
le diagramme numéro 2, ce triangle que vous voyez, donc vous avez l'entrelacement qui est placé entre l'architecture, le langage et le tissage. Je pense que certains d'entre vous connaissent un texte d'une anthropologue qui s'appelait Geneviève Calam-Griol, qui a écrit un texte qui s'appelle « La parole chez les Dogons ». Et elle montre comment, chez ce peuple d'Afrique de l'Ouest, dont on a comparé parfois la mythologie à la mythologie grecque, les Dogons avaient déjà clairement thématisé ce rapport entre le fait de parler et de tisser. Et voici ce que dit Geneviève Calam-Griol à propos des Dogons. Elle compare le métier à tisser. Elle parle du métier à tisser et elle dit tout d'abord, les piquets qui le maintiennent sont figurés par les nerfs crâniens et les nerfs de la mâchoire. Elle parle du métier à tisser. Les dents évoquent le peigne et la langue qui va et vient sans cesse dans la bouche, la navette. La poulie, d'où provient le grincement caractéristique du métier à tisser, a pour répondant le gosier. Les lisses du métier sont figurées par la luette qui monte et descend lorsqu'on parle. Les paroles elles-mêmes sont les fils que le tisserand transforme en tissu. L'acte de parler est lui-même comparable au tissage. En effet, celui-ci est caractérisé par le mouvement horizontal, alternatif et régulier des deux mains qui se renvoient la navette de gauche à droite et de droite à gauche, ainsi que par le va-et-vient vertical des deux pieds qui changent le plan des fils. C'est la figuration des demandes et des réponses dont l'échange est exprimé par le même mot que le mouvement du tissage. À l'intérieur de la parole d'un individu, il y a également le passage continuel des tons montants aux tons descendants, des paroles mâles aux paroles femelles. Voilà, fin de la citation de ce texte, donc extrait de La parole chez les Dogons. Donc pour en revenir à Zemper, la difficulté c'est que le mur, le mauer, a aussi une texture au même titre que la paroi, comme on le voit bien avec l'architecture moderne et contemporaine où le mur en béton est utilisé pour son effet de revêtement en raison de sa texture lisse, au même titre que les murs peints ou recouverts de tuiles vernissées comme à Babylone. Il y a là une difficulté qui affecte toute la théorie de Zemper et que l'on pourrait résumer par la question « Comment penser la question du revêtement au-delà de la question du supplément ?» Du supplément, par exemple, sur le mauer, quelque chose qui vient avec de la peinture ou un revêtement spécial. Disons que Zemper n'a jamais réussi à résoudre cette aporie qui vient s'ajouter à celle que nous avons évoquée précédemment à propos du tissage, qui est pris dans la dualité d'être une des techniques parmi d'autres du revêtement et d'être en position d'architechnique qui enveloppe toutes les formes de revêtement possibles, même celles qui n'ont rien à voir avec le tissage, comme la peinture par exemple. En tant que technique liée à cet élément qu'est la clôture ou l'enveloppe, le tissage peut donc se passer de textile. Ces deux éléments fondamentaux sont l'entrelacement et le motif. Tout entrelacement crée aussitôt un motif qui peut être répété. Cet entrelacement n'est pas lié à un matériau particulier. Il peut être fait de branches, de fils végétaux, de fils de métal, de fibres optiques. C'est pourquoi le revêtement prend au travers de l'histoire de l'art diverses formes. Quand il n'y a plus rien de tissé comme le mur en béton brut auquel j'ai fait allusion, il y a tout de même encore revêtement, il y a texture. Mais il n'y a plus nécessairement tissage. Soit on sépare la texture du tissage, soit on les confond. Dans l'exemple du mur en béton brut, la paroi, divan, et le mur, mauer, ne font qu'un. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ceci ne contredit pas le principe de revêtement, mais déconstruit le lien entre tissage et texture. Il y a une texture qui n'est plus du tissage à proprement parler. Cette texture qui n'est plus tout à fait du tissage au sens ordinaire est une architecture. L'archiclôture est toujours une architecture qui ne revêt pas nécessairement la forme d'un entrelac. On a donc ces trois éléments qui sont la texture, qui en tant que revêtement se situe au-delà du tissage, et on a le tissage qui en tant qu'entrelacement se situe au-delà du simple textile. Le diagramme numéro 3. Dans le diagramme numéro 3, j'ai essayé, en utilisant le procédé du diagramme de Venn,
Donc vous voyez le plus grand ensemble qui les comprend tous, c'est l'architecture, c'est l'entrelacement supploqué. Ensuite, on a la texture, le tissage et le revêtement. Mais on ne peut pas, il faut pas prendre ce diagramme au pied de la lettre, parce qu'il est impossible de représenter sous forme, je dirais, bidimensionnelle, ces relations très complexes entre ces différents éléments. Alors j'aborde la deuxième partie qui s'intitule Point et Punkt, revêtement et réseau. La question, dans cette deuxième partie, la question de la réticulation va être traitée dans son opposition avec le revêtement, tel qu'on peut le comprendre à partir des écrits de Zemper. Et pour cela, nous devons introduire un motif qui est resté jusqu'ici à l'arrière-plan et qui était pourtant présent en filigrane dans ce que nous avons dit précédemment. Ce motif, c'est celui du nœud. En allemand, nœud se dit der Knoten, K-N-O-T-E-N. Dans Der Stil, ce motif du nœud apparaît dans la première grande partie qui est consacrée au textile. La céramique, la tectonique, la stéréonomie, la métallurgie sont traitées dans la seconde grande partie de ce livre. Les Zemper consacrent plusieurs développements au nœud. Il y a même des illustrations qui permettent de voir qu'à chaque entrelacement correspond un motif particulier. Du nœud, Zemper écrit qu'il est sans doute le plus vieux symbole technique et l'expression des plus anciennes conceptions cosmologiques qui sont apparues chez les peuples. C'est le paragraphe 50 de l'édition allemande. Juste pour l'anecdote, Le Corbusier considérait que le plus ancien symbole technique était le signe plus, où il voyait la symbolisation d'un homme couché sur une femme. Vous trouverez ça dans Vers une architecture. C'est que la sexualité, en fait, n'est pas absente de la symbolique nodale, puisque pour Zemper, le nœud est prioritairement la combinaison de deux fils qui s'entrelacent et non d'un seul fil qu'on replierait sur lui-même. Mais chez Zemper, je dirais que l'image est plus subtile, elle est plus en courbe qu'en ligne droite, et en tout cas plus proche du textile et de l'entrelacement que n'est le symbole plus, qui peut aussi évoquer, il est vrai, le croisement d'un fil de trame et de chaîne. Zemper situe l'apparition du nœud avant le tissage. Et à propos du nœud du tisserand, der Werberknoten, il écrit qu'il est le plus puissant et le plus utile de tous, peut-être aussi le plus ancien ou à tout le moins celui qui apparaît le plus tôt parmi les arts techniques. Après avoir dit que le nœud était sans doute le plus ancien symbole technique, Zemper dit dans le même paragraphe qu'une très ingénieuse et très ancienne utilisation du nœud a conduit à l'invention du filet. En allemand, filet se dit Netzwerk. Et Netzwerk Architektur, c'est l'architecture en réseau. Que, précise-t-il, les tribus les plus sauvages savent perfectionner et utilisent pour pêcher et chasser. À partir du nœud peut se développer une forme de revêtement qui ne relève pas du tissage, où l'espace est discret au lieu d'être continu à la manière d'un tissu. Le filet matérialise ainsi un espace, pour ainsi dire, troué. Par ailleurs, dans Der Stil, on voit à partir de ce motif du nœud se former tout un réseau de termes, de mots, filet, résille, natte, tricot, broderie, couture, tissage, etc. C'est une espèce de nuage sémantique. Le nœud est ainsi à la fois le nom d'un symbole technique et le motif de base d'une arborescence sémantique à laquelle s'agrège une multitude de techniques. Dans le Phédon, qui est un dialogue de Platon où on assiste au dernier moment de Socrate parmi ses disciples, apparaît l'expression tout à fait saisissante et étonnante de chasse à l'étang ou de chasse à l'être, thera tu ontos, pour décrire l'activité du philosophe. Cette chasse, il ne faut pas se la représenter sous la forme d'un personnage muni d'un arc et de flèches, à la manière du dieu Eros ou de Diane chasseresse, mais plutôt d'une chasse plus primitive à l'aide d'un filet fait de nœuds. La chasse ontologique est réticulaire et le philosophe est un lanceur de filets. Il vise à atteindre quelque chose, mais pas à la manière de celui qui bande un arc ou lance un javelot. Il vise l'étang à l'aide de ce filet qu'est le logos, dont on a dit qu'il est entrelacement. La réticulation du monde consiste à jeter sur lui
sur le monde un filet pour en ramener les essences. Et de la manière dont est fait le filet, selon que ces mailles sont larges ou fines, la représentation de la réalité qu'on en déduit est différente. Il y a, si l'on peut dire, une texture ontologique du filet destinée à chasser les temps, et cette texture chez Platon est liée à la théorie des idées, et chez Aristote aux catégories. Et pour nous aussi, le filet, le net, comme on dit, a une certaine texture qui est faite de l'ensemble des connexions possibles avec les points qui constituent le réseau et qu'on ne peut plus représenter comme un tissu. Le réseau, au sens réticulaire, formé de nœuds et d'arêtes qui relient ces nœuds, est aussi une forme de revêtement qui enferme et suscite spontanément la formation d'un intérieur et d'un extérieur. Appartenir à un réseau, c'est se distinguer de facto du reste du monde, constitué d'autres réseaux dont vous êtes exclus. C'est revêtir une tenue qui permet de vous identifier immédiatement comme appartenant à tel réseau, et c'est aussi bien reconstituer un espace doué d'une certaine texture qui vous protège du monde extérieur. Vouloir déréticuler le monde consisterait à tout accueillir ce qui en vient, sans filtre, sans rétine, comme si tout était plat, sans hiérarchie, sans extérieur ni intérieur. Rapporté au réseau, le nœud est un point au sens géométrique, autrement dit un Punkt en allemand. Et ceci est très important, car le point fait partie de l'arborescence sémantique que j'ai évoquée précédemment, mais Semper utilise le mot français point et non pas Punkt, qui ne peut exprimer véritablement ce qu'est un point de crochet au sens technique. Il y a bien en allemand, comme le savent les germanistes, le mot Stich, mais ce n'est pas le terme de référence de Semper. Il utilise le mot français point de crochet par exemple. Une bifurcation se dessine donc à partir de la figure centrale du nœud, qui est à la fois susceptible de donner lieu à un développement en réseau, réticulation, et à un développement qui le rapproche du tissage, revêtement. Et vous noterez au passage que le tissu, dont parle Semper dans le texte que j'ai cité tout à l'heure, combine les deux, puisqu'il y a à la fois la trame et la chaîne du tissage, et le point du réseau sous forme de nœuds qui se pressent les uns contre les autres pour former la texture proprement dite. Inutile de vous dire que le tapis est un élément clé du principe de revêtement chez Semper. Tapisser une surface et la recouvrir de motifs qui se répètent et forment entre eux un réseau cohérent au sens où il est doué d'une structure capable de se maintenir par elle-même. On dit d'une muqueuse, la matrice par exemple, qu'elle est tapissée de cellules. Si on observe maintenant les choses de plus près, comme le nœud est toujours double en tant qu'il est aussi bien un point, Stich, que Punkt, la bifurcation que j'évoquais entre réticulation et revêtement n'a pas pour origine un point, mais un point toujours double. On ne peut jamais faire le point comme on dit en optique. Chaque fois qu'on s'approche du nœud pour l'appréhender, comme si on voulait le chasser, il se dédouble. Là, je vous renvoie au diagramme 4. Le nœud que vous voyez en haut du diagramme 4, il faudrait en fait le dédoubler. Et cette bifurcation n'est pas quelque chose qui s'ouvre indéfiniment avec ces deux branches qui s'éloigneraient toujours plus l'une de l'autre. Et c'est bien plutôt une bifurcation avec cycle, au cours duquel le revêtement et la réticulation s'écartent puis se rapprochent. Ils s'écartent l'un de l'autre car le filet est impropre au revêtement en ce qu'il n'est pas constitué d'une trame et d'une chaîne serrée comme dans un tissu. Mais on peut bien dire qu'ils se rapprochent parce qu'une fois jeté sur les choses afin de les saisir, le filet crée un revêtement. Autrement dit, une architecture à l'intérieur de laquelle nous habitons. J'en viens maintenant à la troisième partie qui s'intitule « Pixel versus écran ». Au seuil de cette troisième partie de mon exposé, je vous invite à effectuer un saut entre l'époque à laquelle Semper élabore cette théorie, donc c'est au milieu du XIXe siècle. Allô ? Oui, on a un petit souci de connexion à l'instant. Au moment où vous abordez la question du pixel, vous êtes totalement pixelisé et votre parole commence à être filtrée par le réseau. Donc on n'arrive pas à vous attraper avec le filet de la conversation. Donc, d'accord. Mais on rapproche et pour rappeler, on se rappelle ? Oui, je pense qu'on pourrait faire ça si la technique me valide cette option.
On va tenter ça. Vous pouvez essayer? Merci. Ça ne pouvait pas mieux tomber, n'est-ce pas? Oui. Bon, c'est mieux. C'est mieux. Oui, on vous entend distinctement, c'est l'essentiel. Et la pixelisation est partie, donc vous pouvez parler du pixel et de l'écran, c'est parfait. Très bien. C'est la dernière partie, pixel versus écran. Oui. Merci. Pourquoi versus et non pas une simple barre. Donc, au sein de cette troisième partie, je vous invite à faire un saut dans le temps. Je vous invite à partir du milieu du XIXe siècle, au moment où paraît le grand ouvrage de Zemper, jusqu'à notre époque, en gros 150 ans. Donc ce saut procède de la question suivante. Quel est le point au sens du Punkt, c'est-à-dire le point géométrique, qui, dans le contexte de notre civilisation, incarne le mieux cette double dimension du réseau et du tissu? Je crois pouvoir dire que c'est ce que l'on nomme le pixel. Le pixel est bien un Punkt, comme sur un écran de télévision, et c'est aussi un point au sens du point de crochet. Ça n'est pas un Punkt au sens purement géométrique, car le pixel est, comme vous le savez, une triade de composants électroluminescents, chacun d'entre eux pouvant rendre séparément des tons rouge, vert et bleu par excitation électrique. C'est la combinaison de ces trois tons qui, en fonction de l'intensité du courant électrique, produit telle couleur. Le pixel est donc aussi une tresse à trois brins qui transporte de l'information jusqu'à notre œil et par-delà à notre cerveau qui lui attribue un sens. C'est donc plus un nœud qu'un Punkt. Je suis convaincu que si Zemper avait formulé sa théorie du revêtement à notre époque, il aurait été fasciné par ce pont que l'électronique et l'informatique permettent de jeter entre le tissage et la vision. Il y aurait vu un nouveau développement du principe de revêtement où le tissu ne renvoie pas à notre œil une seule information chromatique, mais est susceptible de la faire varier et de tresser les intensités chromatiques entre elles pour qu'ils perçoivent telle couleur plutôt que de telle autre. Le revêtement de pixels incarne la forme la plus élaborée du principe de revêtement. Il se rapproche le plus du revêtement de cellules optiques au fond de notre œil, qui forme ce qu'on appelle la rétine, dont l'étymologie, comme vous le savez, renvoie à un filet. La rétine est une sorte de filet qui capture le monde qui nous entoure selon des valeurs de fréquence lumineuse bien définies, qui font que notre monde n'est pas celui de la mouche ou de la grenouille qui capture la mouche. L'image qui se forme dans le fond de notre œil n'est pas, à proprement parler, attrapée par le filet. Elle naît en lui en fonction de la texture du matériau qui est en mesure de capter telle fréquence et pas telle autre. La rétine combine capteur et pixel. Il est intéressant de voir que l'on retrouve dans l'écran de télévision classique, avec tube cathodique, la notion d'entrelacement, puisque le balayage qu'effectue le faisceau électronique parcourt de gauche à droite des lignes disposées de haut en bas, comme les fils de trame. Et contrairement au cinéma qui projette une image entière à chaque fois, et qui de ce point de vue ne fait pas appel à l'entrelacement, le tube cathodique consiste en un point lumineux à déplacement rapide de haut en bas. Pour éviter une perception de clignotement, l'image de télévision classique est balayée par le faisceau, qui est une espèce de navette en deux temps, d'abord les lignes impaires, puis les lignes paires. On obtient de cette façon 50 images par seconde, et l'œil ne perçoit pratiquement plus de clignotement. Remarquez au passage qu'aussi longtemps qu'il se présente à nous sous forme de projection sur un écran, le cinéma ne constitue pas un revêtement à proprement parler. Il n'y a revêtement que lorsque le motif est partie intégrante du matériau. Il n'y a revêtement que lorsque vous pouvez combiner le point et le Punkt. Eu égard à l'architecture, ce qui est intéressant, ce ne sont pas les écrans qui viennent en surimpression sur des façades, comme une sorte de néofaçadisme digital. Ce qui est intéressant, c'est lorsque, grâce au pixel, l'image naît de la texture même du revêtement architectural. Le défaut de l'écran, qui est si présent dans les mégapoles comme Tokyo ou Séoul, c'est qu'il troue le mur. Il capte le regard au lieu de le faire filer, comme le fait un revêtement,
qui induit un mouvement de balayage du regard. L'écran, en ce sens, ne relève pas du revêtement, car il n'enveloppe pas. Il vient se plaquer sur une surface qu'il a pour finalité de faire disparaître en la trouant. Mais le point essentiel, c'est qu'il n'y a pas de texture de l'écran, car l'image qui capte l'attention du regard dématérialise la texture au profit du simulacre. Dès lors que la texture est dématérialisée, il ne peut y avoir revêtement. En revanche, il peut y avoir un revêtement fait de pixels que l'on peut combiner avec des capteurs et qui ne dématérialisent pas la texture, comme par exemple avec le tissu en fibre optique conçu par René Sultra et Maria Barthelemy pour leur installation intitulée Retina, dont je vais dire un mot désormais. Retina s'intéresse au seuil entre la perception et la vision. Ce seuil est aussi bien celui entre le sens, c'est-à-dire sentir la présence de quelque chose, un point lumineux par exemple, et la signification qui consiste à relier ce qui est vu à une totalité, un point lumineux associé à un phare lointain ou à une étoile par exemple. On peut ainsi percevoir, sentir, sans pouvoir nécessairement attribuer à ce que l'on voit une signification. Dans Retina, le pixel est réduit à sa forme matricielle la plus élémentaire, où il correspond au signal le plus faible de la vision, soit un bit d'information. Il est réduit à l'état de point. Sultra et Barthelemy se sont appuyés dans leur travail non seulement sur des techniques de pointe et un matériau tissé en fibre optique, mais aussi sur le film L'année dernière à Marienbad, d'Alain Resnais. L'année dernière à Marienbad, si vous vous en souvenez, commence par un long travelling dans un hôtel de grand standing à l'ornementation classique que n'aurait pas renié Zemper. Film sur la mémoire, L'année dernière à Marienbad rappelle d'entrée de jeu que l'architecture est d'abord et avant tout un lieu de mémoire et que ça n'est pas un hasard si l'une des plus anciennes techniques de discours en Occident, à savoir la rhétorique, invitait l'orateur à imaginer une architecture le long de laquelle il déambulerait associant à tel bâtiment telle partie de son discours, comme s'il revêt l'architecture de mots. Le discours de l'orateur entrelace les images qu'il produit et l'architecture qui lui sert de guide pour l'enchaînement des idées. La vision, en tant qu'elle est associée à l'architecture, est le sujet même du film. Détachée de l'architecture, la mémoire ne peut rien. D'une certaine manière, L'année dernière à Marienbad est un hommage moderne à la rhétorique. Je ne peux pas aller plus loin dans mon commentaire de Retina A, puisque je crois que c'est le sujet qui va être abordé par René Sultra et Maria Barthelemy, à qui donc je passe la parole maintenant, ou un peu plus tard. Je vous remercie de votre attention.